Bien, voilà, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Willem Sa. Bonjour. Bonjour. Elle est directrice des affaires culturelles et sportives de la ville de Pointe-à-Pitre. Tout un peu plus tard, on va recevoir Nicolas Le Sueur, le chef de projet Guada MC. Il va nous expliquer un petit peu ce que c'est. Barbara Montpierre sera avec nous et avec une coach vocale, Jenny L. Ensuite, Dominique Vigrassami, le président du SNEG, sera aussi là. Et Damien Lurel, le fondateur du Carré Tropical, créateur du jeu que tous les enfants doivent connaître, Fond l'Esprit Coco, sera aussi avec nous. Avec nous aussi, Iman News, bonjour. Bonjour Dani. Bonjour. Et elle va nous dire de quoi se fait l'actualité du jour. Au niveau de l'actualité, on parlera de l'UDAF, donc l'Union départementale des associations familiales, où il se passe des choses par rapport à cette présidence qui avait été justement mise en stand-by, et justement il y a une décision du tribunal qui a été mise à l'honneur pour pouvoir remettre la présidence à Madame Eliane Makavala. On parlera aussi de l'octroi de maires, donc les maires qui se préparent pour le débat qui aura lieu pendant le congrès des maires le 20 novembre. On parlera aussi de Cap Excellence qui co-construit un diagnostic alimentaire et agricole de façon à mettre en place des actions ciblées pour le territoire de Cap Excellence. Et on reviendra sur la manifestation Beaucantarbre qui s'est déroulée à la JSF, donc 6e édition, autour de l'avocat et de la patate douce. Mais que se passe-t-il à l'UDAF? Justement, bonne question. J'avais reçu cette dame il y a quelques mois déjà. Et on lui a accusé de choses qui ne sont pas justifiées. Elle avait été un petit peu écartée. Évincée en 2021, ouais, voilà, en 2021. par le préfet. Alors. Et donc, une décision a été prise. Et donc, l'interview de Madame Démocrite, l'avocate, on voit ensemble Charlie Dagoyen qui l'a interviewée. Nous avons donc obtenu une décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour pouvoir d'abord rappeler que la décision du tribunal administratif devait s'appliquer, rappeler que le conseil d'administration qui avait été élu sous l'administration provisoire était totalement incompétent et donc il ne pouvait pas convoquer des AG, des assemblées générales ou convoquer une quelconque réunion et faire en sorte d'interdire cette assemblée générale qui était illégale et qui avait pour objet en plus d'aller à l'encontre d'une décision de justice. Je suis réinvestie dans mon poste de présidente. Je regagne ma dignité de femme, contrairement à tout ce qui s'était passé. Je suis la présidente de l'UDAF depuis le 30 juin 2023, suite au jugement administratif du préfet Rochat. Et là maintenant, comme on n'entend rien, moi, je me suis pliée à la loi à partir du moment qu'on nous avait dit que nous n'étions plus, le conseil d'administration n'existait plus. Mais maintenant, depuis le 20 juin, tout a été notifié à l'UDAF et à l'UDAF. Les gens persistent et signent pour rester en tant que présidente. Mais nous, on va demander à appliquer la loi. On a eu un jugement en référé du 3 novembre 2023, là, cette semaine, qui dit que la gouvernance mise en place par une structure provisoire est illégale, elle est illicite, elle n'a pas compétence à prendre des décisions concernant l'UDAF. Donc, elle nous rétablit dans ses motifs, dans sa conclusion, dans notre rôle de gouvernant, membre du conseil d'administration de l'UDAF. Pour reprendre ma présidence, une chose que je voudrais bien qu'il se passe, parce que les mêmes personnes qui ont mis l'UDAF dans cette situation doivent aussi mettre leur nez dans les finances de l'UDAF. Parce que quand j'ai pris l'UDAF, il y avait 41% de dette et avec une histoire de fonds dédiés, ils ont fait comme c'est arrivé à 25%. Mais cherchez où ça, les 25% sont sortis, l'argent n'existait pas. Alors tout ça, il y a une histoire d'argent qui se passe à l'UDAF qu'on doit mettre le nez dedans. Et c'est parce que j'ai été mettre mon nez dedans que j'ai été évincé. Et moi, j'admets qu'on ne peut pas accepter des choses comme ça qui se passent en Guadeloupe. Nous allons tout simplement installer la présidente et voir si le personnel, et en l'occurrence le directeur, applique les deux décisions qui ont exprimé de façon très claire que l'ancien conseil d'administration, celui qui voulait mettre de l'ordre, celui qui voulait faire face au dysfonctionnement, eh bien que ce conseil d'administration doit être rétabli.
Et donc parlons de l'octroi de mer maintenant, cette imposition qui est spécifique aux DOM, qui a pour but de protéger les productions locales et aussi d'alimenter les communes et les collectivités qui se sont justement réunies pour pouvoir parler de leur vision de cet octroi de mer et comment le faire évoluer. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. L'octroi de mer est un thème qui sera au cœur le 20 novembre du Congrès des maires, lors de la journée des Outre-mer. Il est important pour nous de préparer ce moment-là. Il y a une épée de Damoclès sur la tête de l'octroi de mer. En 2027, son sort sera scellé. Il va falloir que nous nous préparions, nous, à pouvoir donner notre orientation, notre vision. Le gouvernement, comme vous allez l'entendre là, a ses raisons et peut se trouver des raisons pour prendre la main sur l'octroi de mer. Cependant, l'octroi de mer doit rester un outil au service du pouvoir d'agir local. L'octroi de mer doit rester un outil au service des élus guadeloupéens pour lutter contre la vie chère. L'octroi de mer doit rester encore un outil pour la compétitivité de nos entreprises. Voilà des objectifs que nous devons poursuivre. Mais comment réaliser ces objectifs-là? Avec quelle technicité? Avec quel apport politique? Il faut se réunir, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on tienne tous le même langage. Et c'est ça que nous essayons de faire en préparant, bien sûr, les réunions à venir sur l'octroi de mer. Avant de passer à l'article 73 ou 74, il faut que nous soyons conscients que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc, appliquer la totalité de la réglementation et tout plein de points qui sont améliorables, que ce soit dans la fiscalité, que ce soit dans la réglementation, que ce soit dans le commerce. Et donc, c'est à nous de pouvoir négocier avec soit les importateurs, soit la douane, soit les associations de consommateurs, soit les élus, pour qu'il y ait justement une amélioration du dispositif actuel. Mais il s'agit d'unifier encore dans la technicité nos points de vue, puisque nous faisons venir des experts qui vont nous faire ressortir les risques qu'il y a. L'octroi de mer n'est pas parfait. Et c'est parce qu'il n'est pas parfait, justement, que le gouvernement peut trouver de bonnes raisons pour pouvoir prendre la main, parce qu'il n'est pas parfait. Et vous entendrez là, dans les présentations qui vont être faites, on se dira les vérités. Mais il nous appartient à nous, avec le gouvernement, pas contre le gouvernement, avec le gouvernement de transformer l'octroi de mer pour en faire un outil au service de la politique locale, de la responsabilité locale, au service, bien sûr, du développement de nos entreprises et pour lutter contre la vie chère. Oui, c'était une réunion préparatoire avant cette réunion de l'association des maires. Et donc, M. Sapotier a souhaité rencontrer l'ensemble des maires de la Guadeloupe de manière à ce qu'ils se mettent debout pour le combat pour le maintien de l'octroi de mer. On aura l'occasion d'avoir les suites de ce combat, puisque après la réunion de l'association, ils vont rencontrer bien évidemment le gouvernement français et on en saura un peu plus. Pour l'instant, on revient à Pointe-à-Pitre, puisqu'on a avec nous William Saha, elle est directrice des affaires culturelles et sportives de la ville de Pointe-à-Pitre, et elle doit nous présenter quelque chose de nouveau. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Alors, la pointoise, point d'interrogation. La Pointoise, c'est Pointe-à-Pitre qui s'ouvre encore plus au sport, puisque Pointe-à-Pitre, c'est déjà une terre où il y a beaucoup d'événementiels sportifs, on va dire. Pointe-à-Pitre, c'est déjà un lieu où il y a souvent de l'animation sportive, notamment du côté de l'Oricisque, avec ce qu'on appelait avant le parcours du combattant, qui a maintenant le P3S, parcours sportif de sécurité et de santé. Donc, du coup, on est dans cette dynamique de développer le sport, de lutter contre la sédentarité, de lutter contre l'oisiveté, de lutter contre toutes les maladies qui sont les conséquences, j'ai envie de dire, de l'absence de sport. Et donc, on a créé ce nouveau parcours sportif. On va dire que c'est l'Oricisque, mais qui s'élargit. Puisque ce parcours part de la base nautique Yves Dolmar pour arriver jusqu'à l'intersection avec la rue Commandant Mortenol.
Donc l'idée, c'est Le bloquer. parcours sera sécurisé, j'imagine. Exactement. Donc il y a tout un dispositif de mis en place en partenariat avec la police municipale, avec également les services techniques de la ville, pour pouvoir créer ce parcours sécurisé. Donc une voie sera fermée à la circulation des véhicules pour permettre aux gens de venir y faire marcher, courir, roller, enfin venir en famille en fait. L'idée c'est vraiment qu'entre 18h et 21h, tous les mercredis, les gens qui le souhaitent, Pointe-Trois ou non Pointe-Trois, hein, on quitte son travail parce qu'on travaille à Pointe-à-Pitre, et bon, au lieu de rentrer directement chez soi et prendre tous les embouteillages pour rentrer à Sainte-Rose-Gauzier, eh bien, on se change dans les vestiaires de son entreprise et puis on fait du sport. Voilà, on fait du sport, on a l'opportunité d'en faire et c'est sur ce parcours sécurisé que la ville met en place et dont le lancement, ce sera demain. D'accord. Alors, puisque vous êtes là, William Sarr, on va quand même demander au niveau culturel comment ça s'organise un petit peu depuis que vous avez pris les rênes de la direction des affaires culturelles. J'ai vu qu'il y a eu des choses qui se sont faites à la médiathèque, aussi au musée Saint-Jean-de-Perse. On a glorifié Ernest Pépin, je me souviens. C'est ça. Oui. Oui, on a alors la culture et le sport sont étroitement liés à Pointe-à-Pitre, puisque je suis la directrice des deux entités. Et la culture, effectivement, n'est pas en reste, hein, puisque là, on a l'hommage à Ernest Pépin qu'on a dans le vernissage a eu lieu au mois de juillet. Expo qui s'est terminée par un très beau finissage le jour des JEP. Continue, puisque dans cette démarche d'exposition, j'ai envie de dire collaborative, on continue à s'inscrire dedans. Avec, là, récemment, nous avons inauguré au centre Réminé Souta une expo qui retrace l'histoire, j'ai envie de dire, de l'aéronautique et l'histoire de l'aéroport. Et c'est une exposition collaborative avec quelqu'un de formidable, M. Henri Noyer. Et on a une série d'expos avec lui, de très très belles expos à venir. Je ne vais pas tout dévoiler, mais on a vraiment des expos qui valent le détour. Je vous donne un petit indice. Hein. Bientôt, au mois de janvier, on aura l'anniversaire, je crois, de 15 ans du LKP. Donc, on a vraiment des expos. J'ai envie de M. Noyer, c'est un passionné. Un collectionneur vraiment passionné, habile de ses deux mains. Et ce ne sont pas que des expos, puisque chaque objet qu'il a récupéré, on a organisé avec la directrice du musée, Mme Katharina Jacobson, qui a été commissaire pour toutes ces expos, une vraie scénographie pour faire les objets parler. Et autour de l'expo, il y a vraiment tout un programme d'animation, visite de scolaires où M. Noyer explique chaque avion, parce qu'il y a plusieurs maquettes, des constructions également, des conférences également sur l'apport numérique, par exemple, dans l'aéronautique. Vraiment, ce sont des expos qui sont en dehors des objets exposés, où il y a un véritable programme d'animation. Donc, c'est ça la dynamique dans laquelle on s'inscrit, au niveau culturel notamment. Sur Pointe-à-Pitre. On continue aussi à favoriser l'art vivant, les arts visuels et la médiathèque qui continue. Il y a du Galta toujours. Les rencontres du Galta. On a reçu, la dernière rencontre du Galta, c'était M. Boutin, qu'on a reçu. Donc, avec une fréquence tous les mois, comme d'habitude. On a des habitués, rencontres du Galta, généralement 3e ou 4e jeudi du mois, dans le Galta de la médiathèque. Voilà. Et puis, le prochain Galta, ce sera quoi? Alors, Madame Lassie va me taper sur les doigts, j'oublie le nom du prochain auteur. Mais en tout cas, si vous voulez des renseignements sur le programme culturel, il suffit d'appeler au centre à José Marty et vous aurez toute la programmation, bien à la médiathèque, et vous aurez toute la programmation. Je recherche le numéro de téléphone pour vous le donner. Je vous le donne dans un petit instant. En tout cas, vraiment, on est sur une vraie dynamique culturelle et sportive pour redonner le goût aux gens, tout à chacun, tant du sport que de la culture. Et culture et sport s'entremêlent. On va entrer tout à l'heure dans une période particulière. Où le chantier de Noël, il n'y a rien qui est prévu pour l'instant? Alors, on est sur un projet, là encore, collaboratif avec les cuisinières pour un laco à Noël, le 8 décembre. Donc, laco à Noël, le 8 décembre, au niveau du musée Saint-Jean-de-Perse. Donc, nous aurons le Noël d'antan, dans toute sa diversité, de la différence de poids, en passant par les variétés d'igname, en passant par tout, avec le déjeuner des cuisinières le midi et le soir, le chantier Noël des cuisinières. Oui. Voilà. Et j'imagine qu'en janvier, on va entrer dans le carnaval. On s'y attelle aussi, puisque on l'a déjà annoncé lors de la conférence de presse du GCCMP, mais la traditionnelle Expo Val,
qui se déroule au mois à Rimini-Souta pendant à peu près une semaine, se déroulera du 5 janvier jusqu'au 14 février au musée Saint-Jean-Perse, avec là aussi un vrai programme d'animation, tant pour les croisiéristes, parce qu'on a beaucoup d'escales cette année. Il s'agissait aussi d'adapter nos équipements culturels au fait que on doit tenir compte maintenant que le dimanche, on a des bateaux de croisière et Pointe-à-Pitre ne peut pas rester en restaurant de fermé. Donc, du coup, on sera ouvert aussi le dimanche pour proposer d'animation. Ça veut dire que le dynamisme culturel est venu ou revenu à Pointe-à-Pitre? Je dirais qu'il a toujours été là, peut-être un petit peu en berne par rapport aux contraintes financières, oui. Mais le maire a su s'entourer de personnel, de cadres pour pouvoir aller rechercher des partenariats, des financements. Comme j'ai envie de dire, nous pas toujours ni l'argent, mais nous n'ayons la bonne volonté. Et puis avec les collègues, on se donne les moyens tout simplement de conduire la politique culturelle et sportive de maire. Et c'est la directrice qui a la charge de gérer tout ça? C'est cela. Ça fait beaucoup de travail? Oui, mais j'ai des collaborateurs vraiment exceptionnels. Bon, alors donc on prend un mot pour le rendez-vous donc demain, c'est bien ça? Demain, la Pointoise. Alors très important, puisque la Pointoise, comme c'est le lancement, donc on aurait une animation Zumba. Au niveau il y a du Zumba. Exactement, c'est le lancement. Donc, du coup, on a envie que les gens se sentent à l'aise sur ce parcours. Donc, on a fait appel à Steve Ségor, qu'on ne présente plus, oui. Qui va mener cette animation Zumba au niveau de la place de la mairie. Et très important aussi, puisque la Pointoise, c'est un nouveau concept, mais qui répond aussi à la prévention santé. Et donc, notre partenaire principal sur ce projet, nous avons l'association Conseil Sport Événements qui va animer vraiment un atelier santé avec des naturopathes, ostéopathes, vous proposez également des chaussures qui soient adaptées à votre marche. J'ai vraiment plusieurs professionnels de santé qui seront présents. On aura l'association des infirmiers aussi qui sera présente pour des dépistages. Donc c'est l'occasion de venir faire son sport, prendre des renseignements pour sa santé et faire de la Zumba. Voilà, 18h-21h. Le lancement, c'est demain, mais le rendez-vous doit être inscrit à vos agendas. C'est tous les mercredis. Alors, je pose quand même la question, les rues seront éclairées, j'imagine. Mais bien entendu. Bon. On y a travaillé, éclairé, oui, sécurisé. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu un moment... Oui, alors on y a travaillé. C'était vraiment... Alors, d'où le fait... Cette idée, pour être très honnête, d'ouverture de la ville au sport, avec l'association ACSE, c'est depuis le mois de janvier, même bien avant, puisqu'on en avait discuté avec M. Brut, qui avait cette ambition-là, mais qui forcément demandait un accompagnement de la ville, notamment en termes de sécurité. Donc depuis janvier, on y travaille à éclairer, à comment mettre en place, à quel parcours, à comment ne pas gêner. Avec les commerçants aussi, on a un restaurateur, un partenaire majeur de la communication, notamment sur cet événement, qui nous soutient parce qu'il pense qu'effectivement, il croit au sport de masse, et il croit à ce dynamisme de Pointe-à-Pitre qu'on veut redonner, tant sportivement que culturellement. Alors, ce sont tous les mercredis ou c'est seulement ce mercredi? Alors, ce mercredi, oui. C'est le lancement, mais tous les mercredis, il y aura la Pointoise. Donc, tous les mercredis, il y aura ce parcours sécurisé. Alors, on a ce qu'on appelait le petit parcours. Donc, le petit parcours, il part de la base nautique Yves Dolmar pour arriver jusqu'au croisement du quai. Et tous les derniers mercredis du mois, c'est le grand parcours, donc qui va jusqu'à la rue Commandant Mortenol. Donc, quoi qu'il en soit... Demain, c'est quoi? C'est le petit... Le grand parcours, parce qu'on est sur un lancement. Donc, on est sur le grand parcours demain. En tout cas, ce que les gens doivent vraiment retenir, c'est que tous les mercredis, de 18h à 21h, venez faire votre sport à Pointe-à-Pitre. OK, on a pris mot et on espère vous voir dans la foule. Bien entendu, je serai là. Juste à côté de vous. En tant que spectatrice? Mais non, en tant que marcheuse ou coureuse. Marcheuse. OK, William. Bon, merci d'être venu. 12h50, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on va recevoir Nicolas Le Sueur, on va avoir Montpierre tout à l'heure, et bien sûr Dominique Viral-Samia tout à l'heure. On est revenu sur le plateau. Nous allons recevoir dans un instant, je vous l'ai dit, Nicolas Le Sueur. Bonjour. Bonjour. Il est le chef de projet du Quadra MLCE. Puisqu'on va parler d'économie sociale et solidaire, mais aussi surtout de ce séminaire sur la finance durable. Il va nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Barbara Montpierre aussi est avec nous. Bonjour Barbara. Bonjour Danick, bonjour à tous. Elle sera accompagnée de Jenny L, coach vocal, chanteuse et choriste professionnelle. On parlera de... On va continuer, on avait parlé de l'expression émotionnelle et on va aller sur la thérapie et le chant.
en thérapie par le chant. Exactement. Et on va recevoir un peu plus tard, on vous l'a dit, Dominique Virassamy, le patron du SNEG, en avant de tout ça. Rappel des infos du jour avec Iman News. Oui, au niveau des titres de l'actualité, nous avons abordé le sujet de l'UDAF et de l'interview de Madame Démocrite qui parlait justement de la directrice de l'UDAF qui a repris son poste. On a aussi abordé le sujet de l'octroi de mer, donc les maires qui se préparent justement par rapport au débat et au congrès qui aura lieu au courant du mois de novembre. On va tout à l'heure aborder le sujet de Cap Excellence qui co-construit son diagnostic alimentaire et agricole sur le territoire, ainsi que sur la 6e édition du Beau Cantarde de l'AJSF qui s'est déroulée le week-end dernier. Voilà, on va développer le sujet de Cap Excellence. Donc Cap Excellence qui réalise son diagnostic alimentaire dans le cadre du projet d'élaboration de son projet alimentaire territorial. Il initie un diagnostic sur son écosystème, sur les enjeux, sur les acteurs. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Il s'agit pour nous de mener un diagnostic concerté et partagé avec les acteurs de notre territoire pour comprendre l'alimentation sur le territoire de Cap Excellence. Et ce faisant, nous souhaitons véritablement, avec l'AMO que nous avons pris, permettre de trouver des solutions opérationnelles pour créer des politiques publiques à destination de nos concitoyens. Ce diagnostic que nous faisons aujourd'hui, qui est partagé, je l'ai dit, et qui est co-construit, devrait nous permettre, à travers notre projet alimentaire territorial, qui a été labellisé, je le rappelle, de proposer des actions concrètes et opérationnelles pour la population du territoire de Cap Excellence. C'est important. Je crois que nous avons le souhait, parce qu'il y a des mots liés à l'alimentation. On parle de l'obésité, on parle parfois de la malbouffe. Donc il s'agit pour nous de nous poser une question véritablement très simple. Que souhaitons-nous développer comme politique liée à l'alimentation sur le territoire de Cap Excellence? Les ateliers aujourd'hui sont destinés à mettre en place ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Depuis plusieurs mois, nous avons fait un état des lieux de tout ce qu'on appelle l'écosystème alimentaire. Donc il y a des acteurs de l'alimentation, il y a des producteurs, il y a des acteurs de la restauration collective, donc la chambre de commerce, etc. Tous ces gens-là, nous avons rencontrés. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été mis à notre disposition. Et sur cette base-là, nous avons élaboré un pré-diagnostic avec des éléments de synthèse qui ressortent de cette analyse. Aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer à ces acteurs de dire voilà ce que nous avons retenu de tous ces entretiens, de tout ce qu'on a déjà étudié comme documentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est ça justement le côté partagé. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Parce que c'est probablement pas parfait. Donc l'idée c'est de compléter donc ce qui ne va pas. Et une fois que tous ces éléments-là ont été donc définis, l'étape ça va être de définir les enjeux. Un enjeu, c'est ce pourquoi on se bat. L'idée c'est de dire on va se battre pourquoi en matière alimentaire sur le territoire de Cap Excellence. Nous, c'est vraiment notre rôle à l'interprofession d'essayer déjà d'organiser et de structurer la filière pour qu'on produise plus de production locale, la production locale qu'on arriverait à tracer et à fournir aux consommateurs. Et donc ça, c'est important que le consommateur, quand il dit acheter de la production locale, il soit sûr que ça soit la production locale. Donc nous, on travaille là-dessus pour organiser, pour développer la production et voilà, faire en sorte que ça soit une production saine aussi. Donc c'est vrai que nous, on a développé par exemple une marque qui s'appelle Mossotella, qui a pour objectif de bien tracer la production, de rassurer le consommateur parce qu'elle est sans problème par rapport à la chlordécone. Donc voilà, donc c'est une marque qu'on a lancée récemment, mais qu'on espère développer et qu'on espère tirer vers le haut l'ensemble de la profession. Et ça, c'est le consommateur qui choisit en fait. C'est le consommateur qui se dit, je veux acheter local, je veux être sûr de ce que je mange. Donc nous, c'est ce qu'on lui propose comme produit. Et ça avance beaucoup en ce sens-là, puisqu'on a vu que l'agro-transformation Guadeloupe de plus en plus prend son élan. Alors on va changer de sujet, puisqu'on va parler tout de suite d'un séminaire, sur la finance durable avec Nicolas Le Sueur. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Zandronis. Alors peut-être que des gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'on appelle de la finance durable? Alors la finance durable, c'est un terme assez large pour discuter un petit peu de tout ce qui se fait dans l'investissement. Donc ça va être la finance solidaire, ça va être regarder où vont les fonds sur des projets qui sont à tendance sociale comme intérêt
primordial, on pourrait dire. Et puis il y a aussi la finance verte, donc ça c'est toutes les obligations sur les projets, ça peut être l'amélioration des énergies par exemple, utiliser moins d'énergie fossile, avoir des projets divers, parce qu'on verra lors du séminaire que il y a les appellations, il y a les volontés et puis il y a les réalités. Mais on va dire que pour résumer rapidement, la finance durable, c'est la finance qui va s'intéresser à améliorer l'environnement ou tout du moins éviter que les projets en cours ne soient destructeurs de l'environnement. Oui. Il y a la finance à impact, il y a la finance durable, il y a tout ce qui est respect de critères ESG, je ne sais pas si ça vous parle, environnement, social et gouvernance. Donc on va discuter un peu de tout ça sur ce séminaire, avec notamment des acteurs institutionnels pour voir avec eux où sont portés les fonds qui sont en Guadeloupe utilisés par exemple avec l'ADEME, ou alors avec l'AFD, ou avec les institutions comme France Active. Et puis on discutera, donc c'est pour sensibiliser, expliquer, parce qu'il y a pas mal d'explications à donner sur ce sujet de la finance durable. Et puis il y a une deuxième partie du séminaire qui est sur les systèmes d'échange locaux. Donc là c'est une autre partie, on va voir comment finalement les Guadeloupéens échangent entre eux des valeurs marchandes, des fois non marchandes, et on présentera une solution de paiement solidaire qu'on appelle la monnaie locale, que je vous ai déjà présenté il y a quelques années, et puis c'est un travail de longue haleine qu'on développe sur le territoire. Ça sera l'occasion pour nous de le présenter plus en profondeur. Alors, juste une petite précision quand même. La finance durable, d'accord, mais le lien avec l'économie sociale et solidaire. Alors, on va dire d'un côté, la finance durable, c'est quand même les gros acteurs de l'investissement. Ça va être orienté vers les investisseurs, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que il y a des fonds d'investissement qui vont investir sur des projets. Eux, ils vont essayer de réfléchir à investir sur des projets les plus durables possibles pour que ça cause le moins de problèmes à notre environnement. Aujourd'hui, on parle de gros projets qui sont des carbone bombes, par exemple, dans le monde. On n'en a pas dans notre zone caribéenne, mais il y a des gros projets très impactants. Et quand on en prend conscience, on essaye de... Finalement, les citoyens peuvent apporter un petit peu leur regard et essayer d'influer les investissements des banques ou vers les sociétés destructrices de l'environnement, finalement. Donc c'est un peu donner aux citoyens une clé de lisibilité et de compréhension de l'investissement. Et puis aussi prendre conscience que quand on est du côté des investisseurs, eh bien on peut mettre son argent vers des projets qui sont importants pour le territoire déjà et puis qui sont respectueux de l'environnement. Puis après, il y a à côté de ça les systèmes d'échange locaux. Donc les systèmes d'échange locaux, on va découvrir... Alors ça peut être la blockchain, c'est pas forcément très équitable ou très durable, mais c'est quand même un système d'échange. Et puis il y a d'autres systèmes, le jeu par exemple, qui est un carnet inventé par un Argentin pour s'échanger des objets ou des services de manière complètement sortie des banques et complètement sortie de la valeur intrinsèque de l'argent. Oui, mais alors, dans ce contexte, l'économie circulaire, qu'est-ce que vous en faites alors? Alors nous, justement, le concept de monnaie locale, qui s'appuie vraiment sur les acteurs du territoire, va s'appuyer d'abord sur ce qu'on appelle, comme vous dites, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des acteurs du territoire qui travaillent dans des pans de l'économie qui sont... je dirais forcément respectueux du territoire parce qu'ils sont petits et puis parce qu'ils réalisent leur travail sur place, parce qu'ils ne vont pas faire venir forcément la matière sans la transformer juste pour la revendre, on pourrait dire ça comme ça. Donc les citoyens et les acteurs de l'ESS sont évidemment très appréciés, enfin on les attend pour pouvoir discuter, leur présenter. Alors ça, ce qui va les intéresser, ça sera plus spécifiquement cette monnaie locale complémentaire sur laquelle on travaille. Mais c'est toujours bon de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Oui, alors cette monnaie locale, quel va être un petit peu j'ai envie de dire, son champ d'investissement? C'est-à-dire, est-ce que c'est une monnaie que je pourrais utiliser, que tout le monde pourra utiliser, qu'on pourra même aller à la banque pouvoir faire, ou dans les supermarchés ou dans les hauts marchés, quelque part, faire ses courses, ou alors est-ce que c'est une monnaie qui a un statut particulier? Alors les monnaies locales, c'est encadré par une loi de 2014, la loi de l'ESS. C'est des systèmes d'échange de valeurs. C'est un petit peu pour résumer, on va faire en grand. Vous voyez les tickets restaurants. Finalement, les tickets restaurants, c'est un peu comme une monnaie locale, sauf qu'on peut l'utiliser que dans les restaurants. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette monnaie locale. Donc elle sera présente sous forme de coupons billets qui vont reprendre les valeurs de l'euro. La monnaie locale, elle est adossée à l'euro.
Donc une unité de monnaie locale égale 1 euro. Donc c'est simple D'accord. pour la comptabilité. Non, je ne dis pas pour qu'on ne comprenne pas qu'il s'agit d'un bitcoin. Non, voilà, on n'est pas du tout dans la crypto-monnaie quand on parle de monnaie locale, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est vrai que c'est un système d'échange de valeurs, mais qui est adossé sur des valeurs qui sont issues d'une charte qui va être définie par l'ensemble des utilisateurs. Et pour vous donner un exemple, là, on est en travail avec la CNBT pour débuter une expérimentation de cette utilisation de monnaie locale. Donc notre travail, ça va être de trouver dans tous les acteurs de l'ESS, dans tous les acteurs du champ économique de la CNBT, qui est d'accord pour suivre cette charte et participer à cet échange de valeurs au sein du territoire. Le but quand même de la monnaie locale, c'est de pouvoir laisser nos dépenses à l'intérieur de notre territoire. Parce que vous savez, la richesse, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. La richesse, c'est le fait de s'échanger de l'argent. On peut, admettons, si j'ai 10 euros, ou 10 Guada, ou 10 unités de monnaie locale, je les passe à madame, elle les repasse, on se les repasse 10 fois, on a créé une richesse qui est équivalente à 100 euros. Pourtant, on n'avait qu'un seul billet à la base. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment l'argent, la richesse d'un territoire. La richesse d'un territoire, elle se fait à partir du moment où on fait circuler cet argent. La circulation. Et puis, dès qu'on achète un truc sur Alibaba en Chine, on a détruit notre richesse guadeloupéenne. Alors, rendez-vous donc le 9 et le 10 ? Voilà, alors ça sera jeudi 9, vendredi 10, donc c'est cette semaine, à l'antenne de l'ADA à Dotema. Jeudi plutôt institutionnel avec, on va dire en gros, la finance durable. Comprendre un petit peu où sont les enjeux de la finance durable sur notre territoire, comment on peut les améliorer, pourquoi des gens vont investir pour défiscaliser, comment on pourrait améliorer les projets sur lesquels ils investissent, et puis réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble sur cette finance durable. Et puis le vendredi, ça sera plus avec des acteurs de la société civile et des associations qui utilisent différents systèmes d'échange de valeurs pour permettre aux gens de voir qu'il n'y a pas que l'euro dans la vie, on peut échanger avec d'autres choses qui ont une valeur fondamentale qui est le respect, le lien, et puis aussi présenter cet outil qui est la monnaie locale qu'on va travailler mois et mois pour la mettre en place. Bien, écoutez, on attendra la suite. C'est ouvert au public, je n'ai pas dit, n'importe qui peut venir, donc vous êtes tous attendus, venez à l'antenne de l'ADA, la Dotemar, et puis sinon sur le Facebook de l'association Guada MLCE pour voir plus d'informations. Ok Nicolas, merci bien pour toutes ces informations. Il Merci est 13h12, on se tourne vers Barbara, notre chroniqueuse du mardi. Et aujourd'hui, Barbara, bonjour. On va chanter? Eh bien, évidemment, Dani. Oui. On va chanter et pas que. Oui. On va parler d'exutoire. Alors, c'est vrai que déjà, vraiment très contente de vous retrouver. L'un de mes exutoires à moi, c'est de donner. Donner du temps, venir avec vous. Bonjour aux téléspectateurs. Et puis voir comment partager aussi avec vous ensemble, puisque ça parle aussi d'expériences qu'on essaie de mettre en œuvre, des leviers pour s'épanouir au quotidien. Et je l'avais annoncé, j'ai dit que je serais revenue avec une nouvelle experte. Donc, la dernière fois, je profite pour saluer Peggy Nanette, alias Kirky-Peg, qui était avec nous en tant que coach vocal, mais aussi bien des choses, directeur de chorale, de radio, gospelman, voilà, en parlant de la spiritualité. Et j'ai dit qu'on serait allé plus loin, on aurait vu aussi la thérapie, par le chant, qui est justement le chant qui est une thérapie par l'expression, avec la présence de Jenny L, aujourd'hui, que je remercie, très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Bonjour Jenny. Merci de m'accueillir en tout cas. Alors, je ne savais pas, moi je découvre qu'on peut être chanteuse, choriste, mais aussi coach. Oui, tout à fait. Alors, comment on intervient dans ce domaine-là avant qu'on passe à parler? Bien, on intervient tout simplement parce qu'on a un savoir qui est à l'intérieur et puis on essaie de le proposer à des personnes qui en ont besoin. Ces personnes qui, par plein de frustration, n'arrivent pas à extérioriser ce qui se passe, et le chant sert à ça. Oui. Et je suis prof de chant, choriste, mais j'essaie de donner à mes élèves ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que quand moi je chante, je me sens bien. Alors, j'avais posé la question la semaine dernière à Peggy. Est-ce que quand on a affaire à un coach de chant vocal, tout le monde peut chanter, ou bien seulement des gens qui ont la voix, comme on dit, qui ont la tonalité? Non, pas du tout. Tout le monde peut chanter. C'est-à-dire, on naît avec des cordes vocales. D'ailleurs, le premier cri, c'est un cri de bébé, donc on sait que le bébé a des cordes vocales. Oui. Donc à partir de ça, on s'en sert.
Soit on grandit en se disant on va chanter, même il n'y a pas que chanter, hein. C'est aussi parler, s'exprimer. La voix, c'est que de l'air, donc on s'en sert. La voix, c'est un instrument? Oui, la voix est un instrument. Et pour rebondir justement sur ça, Danick, c'est vraiment pour ça que on parle aussi de chœur, hein, instrument et de chœur. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu, Jenny, que tu nous expliques un peu ton parcours, même si c'est rapidement, puisque tu as dit, hein, coach vocal, professeur de chant, chanteuse, aussi choriste professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots et aussi, finalement, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que je fais aujourd'hui, mon métier, c'est parce que ce que je dis mon métier, c'est parce que j'avais des techniques, je me suis créé des techniques par rapport à mes écoles de chant, où j'ai fait les écoles de chant à New York, ensuite j'ai fait les écoles de chant en Suisse, ce qui m'a emmené des techniques, mais ce n'était pas assez pour moi. Moi, il fallait que ça vibre à l'intérieur, donc je me suis auto-créé une technique qui fonctionne super bien. Et cette technique, en fait, ça permet de... J'évacue. Et je suis non seulement chanteuse, choriste professionnelle, parce que j'ai eu la chance de travailler sur le festival de Montreux avec beaucoup d'artistes. J'ai eu la chance de faire les chœurs de Quincy Jones, de Ray Charles, de Powwow, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, de Michel Jonas, de Nougaro, il y en a énormément. Je passe des listes, même Johnny Hallyday, où j'ai travaillé avec Jerry Kerr, pour faire ses chœurs, voilà. Et de là, choriste, c'est bien beau, mais ça voyage beaucoup. Je voulais me poser, donc professeur de chant et chanteuse, ça me va très bien. Et en parlant de professeur Danick, hein, je me permets, en parlant de professeur de chant, chanteuse, l'appel du cœur, la voix du cœur, tu as parlé d'accompagner, parce qu'on parle aussi de musicothérapie, oui, n'est-ce pas? À fait. Donc, concrètement, en fait, qu'est-ce que tu... Mais déjà, comment définir la musicothérapie? Voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce que toi, tu proposes à ces personnes? Alors, la musicothérapie, c'est la recherche de soi. C'est des sons, ce qu'on appelle des sons intérieurs, qui vibrent à travers les chakras, à travers le plexus solaire, le diaphragme, le sternum. Enfin, je parle de termes médicaux, mais en fait, il le faut. Parce que le chant vient de quelque part. Quand on dit chant, ça veut dire que ça sort du corps. Et le corps a des chemins. Il a des chemins qu'il faut emprunter pour pouvoir arriver à sortir des sons. On peut faire de la musicothérapie avec les vibrations, les fréquences. Nous avons certaines fréquences qu'on entend qui nous met totalement bien. Et on peut faire de la musicothérapie aussi avec certains instruments tels que le ballon, la paille que vous buvez votre soda avec. Cette paille-là, je m'en sers beaucoup parce que ça permet d'évacuer l'air qui est dans le corps, l'air bloqué avec le plexus solaire et le diaphragme. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a des registres particuliers en matière de chant? Parce que vous avez chanté avec Richard, c'était du blues, du jazz. Quincy, c'est pareil. Mais avec Johnny Hallyday, c'est un autre registre. Alors, dans quel registre on s'adapte pour faire cette thérapie? Est-ce qu'on peut le faire avec du goka ou du zouk, par exemple? On peut le faire. La voix, elle s'exprime n'importe où. Moi, je peux chanter du croca, comme du zouk, comme du gospel, puisque ça dépend où on place la voix. Si on va parler de gospel, on va placer la voix en hauteur. Oui. Si on va parler de zouk, c'est beaucoup plus fin, donc beaucoup plus en douceur. Il y a certains zoukeurs qui envoient de la voix parce qu'ils sont faits pour le gospel. Oui. La voix, on peut la placer n'importe où. C'est vrai que moi, j'ai une particularité, je peux faire toutes les voix. Je ne suis pas imitatrice, mais je peux utiliser ma colonne de son qui est là, ma colonne sonore, à bon escient. J'en fais ce que je veux, en fait. Mais alors, comment ça agit sur le patient, en fait, sur la personne qui est en thérapie? Alors, sur la personne qui est en thérapie, c'est soit elle accepte, donc elle accepte de faire, par exemple, des cris d'animaux, ce qui n'est pas évident, mais c'est une thérapie. Parce qu'on peut arriver à faire le coq ou le singe, mais ça aide à extérioriser certains sons qui sont bloqués. Et là, en fait, si la personne accepte, elle ressent quelque chose à l'intérieur comme une libération. C'est-à-dire qu'après, j'entends souvent « Ouh, c'était difficile, mais ça m'a fait du bien. » J'aime ça. Et en plus, Jenny, je me permets, puisqu'on a, lors de notre échange, tu disais que tu avais eu affaire à une personne qui était autiste. Oui. Et si tu veux bien partager ce petit témoignage avec nous, s'il te plaît, sans parler de la personne, mais juste... Non, je ne parlerai pas de la personne, puisque j'ai un métier où quand même je garde bien sûr, mais juste l'expérience. Anonyme tous mes élèves. L'expérience, c'est que cette dame a emmené son fils, qui est majeur,
et qu'elle n'avait jamais entendu parler autant et chanter. Donc du coup, au bout on va dire 40 minutes, il a chanté. Et elle m'a dit, mais jamais, je suis heureuse parce que vous avez fait... Elle avait les larmes aux yeux. Et rien que pour ça, c'est un cadeau. Je l'ai pris parce qu'un cadeau comme ça ne se refuse pas. Et ça m'a été donné tellement avec cœur que j'ai dit, waouh. Et les larmes de ses yeux à cette dame, elle avait les yeux qui brillaient et c'était un pur bonheur car c'était la première fois qu'elle entendait son fils au bout de... Il avait plus de 25 ans. Je n'ai pas demandé, je ne demande pas par respect, je ne demande pas l'âge, mais je sais que c'est un autiste adulte et qui m'a fait une très très belle chanson, mais que même moi, je ne pourrais pas reproduire tellement qu'elle était compliquée. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent sortir que même moi, je ne suis pas au courant. C'est ça. Et par rapport à ce que tu dis, merci vraiment pour ce témoignage fort qui nous parle. Et c'est vrai que ce qui m'a touchée à travers cette musicothérapie et ce que tu proposes dans notre volonté, au fur et à mesure, vous l'avez vu, ceux qui suivent, je parle d'exutoire, d'arriver à être en phase avec ses émotions, d'exprimer, donc de l'expression émotionnelle. Et il est vrai que pour les personnes qui souffrent d'un handicap, d'une pathologie, des personnes qui sont tout simplement introverties, eh bien le chant, à travers ce que tu aimais, on avait vu la partie vraiment confiance en soi avec Peggy, bon, on en reparle avec toi, et on va un peu plus loin dans le côté thérapeutique, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer, qui ont du mal, des problèmes relationnels, qui ont des troubles, comme on disait, de pouvoir arriver à extérioriser aussi, je vais plus loin, le trop-plein d'émotions. Le trop-plein d'émotions, tout à fait. J'ai un de mes élèves, je n'aime pas dire patient parce que ça les ramène à un état négatif. Bien sûr, peu. J'ai un de mes élèves qui, dès qu'il chante, il pleure. Et il n'arrive pas. Donc, je l'aide à respirer, je l'aide à relâcher, je l'aide à contrôler son plexus solaire, le diaphragme. Et il avait réussi. Donc, pour moi, pareil, c'est quelque chose qui est... Le corps humain, il faut juste le comprendre, en fait. Une fois qu'on a compris le corps humain, il peut faire des choses extraordinaires. Être à l'écoute de son corps à travers le chant, n'est-ce pas, Jenny? Voilà encore une technique, finalement, qui nous apprend à être à l'écoute de soi et d'aller plus loin, à découvrir tout le potentiel qu'il y a. Donc, que ce soit par la voix, comme tu disais, les sons, que tu parlais aussi de transmission. Ah oui, oui. Alors, c'est la transmission, c'est-à-dire qu'on a certains sons dans mes cours qui s'appellent le djudjuridu, comme l'instrument australien. Et ce son-là, en fait, j'arrive à le faire à mes élèves. Et ce son-là apporte énormément d'énergie au corps. Le djudjuridu est un son déjà puissant quand on l'entend, mais une fois qu'on arrive à le faire avec sa bouche, avec son corps, là, c'est une autre puissance. Là, on s'élève. C'est magique. On ne peut pas avoir un petit extrait. Je l'attendais, celle-là. Un petit extrait. Je ne sais pas si les micros ne sont pas... Ils sont sensibles, Oui, parce que justement, le djudjuridu est très puissant. Donc, l'extrait du djudjuridu, ça va partir du I par ces... Wow, le souffle. C'est presque électronique, ça. Oui, c'est presque, mais c'est la voix qui peut faire ça. C'est un enregistrement, c'est ça, hein? C'est ce que tu nous as parlé. Non, c'est pas un enregistrement. C'est une vraie voix? Oui, c'est une voix en fait, c'est la voix de l'intérieur. Et encore là, j'ai pris une tonalité qui est un médium, mais si on la pend beaucoup plus haute, là, c'est les fréquences qu'on entend et qui vont tourner en fait. C'est à force d'exercice, à force de le faire, on travaille sur des fréquences, ce qu'on appelle des fréquences. D'accord. Et tout le monde est capable de faire ça? Bien sûr. Juste aller chercher... tu as essayé? Ah oui, mais il faut d'abord qu'elle passe par mes techniques. Mais j'ai compris, j'ai entendu l'appel, donc c'est action-réaction. Je me rapprocherai de Jenny pour proposer ça la prochaine fois, en toute humilité, bien sûr. Voilà. Mais vraiment, merci à toi pour ce que tu donnes, le cœur que tu mets à l'ouvrage, puisque là, ça parle du cœur, et on a parlé de chorisme, puisque on n'a même pas développé tout ce que tu sais faire. Voilà, c'est énorme. C'est pas pareil. Quand je suis chanteuse, je suis chanteuse. Quand je suis professeur de chant, je suis professeur de chant. Et en même temps, ça fait tout ce que tu es, tout ce que tu apportes aussi au quotidien à tes élèves, comme tu dis si bien, et à nous qui te regardons.
Et du coup, est-ce que tu pourrais juste rapidement donner un petit, s'il fallait dire quelque chose aux téléspectateurs tout de suite, juste une petite technique ou un petit quelque chose pour éclairer la journée, pour qu'il y ait la lumière de la journée à travers l'expression une technique, il y en a tellement, mais alors une technique que les gens peuvent... Alors il y a une technique avec le ballon qu'on ne va pas faire, c'est juste en faire travailler la colonne sonore. C'est-à-dire que ce qui est ici, ce qu'on appelle œsophage en médecine, on peut la bouger de haut en bas. Et c'est elle qui reproduit la voix, en fait. Quand moi, je parle dans cette voix, je suis ici, donc là. Et maintenant, si je veux descendre dans une voix plus grave, je peux descendre dans une voix plus grave. Et si je veux remonter, je passe au-dessus. Je vais passer au-dessus pour faire une voix plus aiguë. Oh. Voilà, c'est amusant, mais c'est moi. Démonstration réussie. Oui. Merci. Oui. En tout cas, c'était bien. Merci. Merci à vous. D'être venue géniale. Merci, Barbara. Oui, bien merci à toi. Et j'en profite juste pour dire, voilà, merci. Pour aller plus loin, bien entendu, pour ceux qui souhaitent rencontrer Jenny, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai en lien avec elle pour arriver à trouver cette forme d'exutoire. Et je profite aussi pour rappeler que j'ai un événement que j'organise, qui aura lieu le 18 novembre à l'espace CEWI pour permettre aux femmes, bon, messieurs, mais les hommes, je vous ai entendu, on ne vous laisse pas tomber, parce que j'ai eu pas mal de messages en plus sur... Non, mais c'est promis, vous allez voir, ça vient. Mais en tout cas, pour les femmes, d'arriver encore à être en phase avec soi-même en tant qu'antillaise, libre et épanouie. Normalement, on a le visuel, mais s'il n'est pas accessible, ce n'est pas grave. Sur mes réseaux, vous pourrez la voir. Donc, à l'espace CEWI, ce sera le 18 novembre. Et voilà, c'est super. Donc, forme créole, libre et épanouie. Donc, une masterclass que je propose. 2 sessions. N'hésitez pas à vous inscrire. Et avec cette citation qui m'a beaucoup aidée, justement, à accomplir mes rêves, qui sont encore en train de s'accomplir. Une femme épanouie vit au présent ce qu'elle a rêvé jadis. D'André Lévy. André Lévy, d'accord, il se passe bien. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Puis, Jenny, continuez. Merci beaucoup. Oui, à nous enchanter. Merci beaucoup. En chanson. En chanson. Voilà, 13h26, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la fin du ZCL avec nos 2 derniers invités. J'ai parlé de Dominique Virassamy et Damien Lurella tout de suite. La dernière séquence du ZCL n'est pas la moins importante puisqu'on va recevoir Dominique Virassamy. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Et même aux auditeurs de RHT. Ah, voilà. Oui. Et donc, qui est le grand boss du SNEG. Et puis, on va recevoir pour la première fois, je me souviens pas si on l'avait hier reçu, Damien, non, Dada, comme on appelle, le fondateur de Carré Tropical, créateur du jeu Fond l'Esprit Coco. Il va nous expliquer ça, il a emmené. Et donc, on va parler de choses de ce goût-là. Alors, mais avant ça, on revient rapidement à l'actu avec Iman News, puisqu'il y a encore un sujet à développer. Oui, tout à fait. On va parler de la 6e édition du Beau Cantarbre qui s'est déroulée donc à la JSF à Saint-Félix. Donc l'occasion de parler de l'avocat, de la patate douce. Différents échanges ont eu lieu durant ce week-end et Max Morel était avec eux. On va voir ce reportage ensemble. C'est la 6e édition de cette belle manifestation Beau Cantarbre. Beau Cantarbre, c'est la possibilité de donner aux gens le choix de pouvoir découvrir un certain nombre de plantes, mais aussi de pouvoir échanger avec des techniciens sur les plantes, sur les fruits que nous avons en Guadeloupe. C'est très intéressant. Vous avez vu qui était là ce matin pour la patate. Vous avez vu la quantité de choses qu'on peut faire avec la patate, les feuilles de patate, les broches de patate et tout. Eh bien, mais c'est vraiment, moi je dis que c'est pas possible. À mon âge, je ne savais pas encore ça. C'est la première fois que j'entends tout ça sur la patate, mais c'est plus que formidable. On a échangé sur des savoirs, on va dire empiriques, mais aussi des savoirs botaniques qu'on peut retrouver aussi dans la documentation. Mais l'objectif, c'était de bien faire comprendre à tout le monde qu'en fait, on a un savoir local. On a une biodiversité extraordinaire. Et quand on parle de biodiversité extraordinaire, la patate douce en est l'exemple. Parce qu'à elle seule, elle concentre toute une série de substances chimiques qui sont utiles pour toutes les maladies dont on parle aujourd'hui. En l'occurrence, là, on a mis un petit peu l'accent sur les bienfaits des feuilles d'avocat, pourquoi les utiliser, comment les utiliser, quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Et apparemment, le public a été fort intéressé. C'est très important, ces échanges et aussi ces transmissions. Pourquoi ? Parce que nous avons une nouvelle génération. Bien évidemment, nous avons des personnes âgées, nous avons des seniors qui
bien sûr, à l'époque, faisaient leur jardin et qui communiquaient beaucoup dans les coups de main, aujourd'hui, nous n'avons presque plus ces échanges. Alors pour nous, aujourd'hui, l'association des jeunes de Saint-Félix, important de pouvoir transmettre à cette nouvelle génération les bienfaits des produits, même si ce sont des produits qui viennent d'extérieur, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Afrique, mais ce sont des produits qui ont des bienfaits pour nos enfants, pour nos personnes âgées de Guadeloupe, pour tout le monde. C'est une manifestation qu'il faut promotionner, tout un chacun à sa place. On est dans un cadre qui est magnifique. J'ai découvert un coin du Gosier et je vois qu'il y a du monde. Donc, c'est un besoin aujourd'hui. Il faut que chacun, dans un petit coin de la Guadeloupe, promotionne le patrimoine. Et le patrimoine de la biodiversité, c'est l'un de nos plus beaux patrimoines. Ici, moi, je confirme. Bien, alors, on va en parler d'abord avec Dominique Gassami, puisque je crois savoir qu'il y a eu un petit tour de France qui fait récemment. J'ai vu des images. Alors, c'était quoi exactement ce petit parcours au Hall de Guadeloupe? Alors, comme je lutte pour la réduction du carbone, de l'empreinte carbone, donc j'essaie chaque fois que je pars dans l'Hexagone de cumuler mes rendez-vous pour ne pas être responsable de la destruction de la terre demain. D'accord. C'est une chose. Et donc, j'avais 2 rendez-vous essentiels. Le premier rendez-vous en ma qualité, puisque j'ai 2 casquettes, ma qualité de président de France Active Guadeloupe, France Active Guadeloupe qui a pris naissance en juin de cette année. Et donc, j'ai été élu président. Et donc, nous travaillons, nous étudions les porteurs de projets, nous finançons, soit en prêt à taux zéro, soit en garantie bancaire. Et donc, tous les porteurs de projets, mais il y a des conditions. Il faut que le projet reste dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont nous sommes dans le mois actuellement. Deuxième rendez-vous, c'était au ministère des petites et moyennes entreprises, où j'ai été auditionné par rapport à mon activité au SNEG, Sauver d'autres entreprises guadeloupéennes, et nous travaillons essentiellement pour les indépendants, les travailleurs indépendants, les TNS, les travailleurs non salariés. Et donc voilà, donc ça s'est très très bien passé. Nous sommes très contents puisque l'échange a porté sur les contraintes et les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise indépendants, et notamment les cotisations sociales, puisque tout le monde sait que le RSI s'était doté d'un logiciel SNV2, qui a été vérolé parce que quand ils ont marié les 3 systèmes, le SNV2, le TAIGA, les URSAF et le SCR chargé des retraites, il y a une incompatibilité et depuis 2008, cette incompatibilité perdure et jusqu'à aujourd'hui, malgré la transition de 2018 à 2020 au niveau de l'évolution du RSI qui est devenu la SSI, rien n'a changé puisque le logiciel a été maintenu, le mode de calcul est toujours le même. Donc, les problèmes d'hier sont toujours les problèmes d'aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, les problèmes ne sont pas encore résolus totalement concernant la NSI. Ils sont loin d'être résolus, puisque aujourd'hui, même si je m'emploie tous les jours à expliquer aux adhérents, puisque c'est tous les jours que je rencontre des adhérents qui sont en difficulté. Notre problème, il est peut-être départemental comme tous les autres départements, mais la réponse n'est que législative. Parce que c'est pour ça que j'entretiens d'excellents rapports avec nos parlementaires, les 7 parlementaires. Bon, aujourd'hui, il y a Mme Nadi, dont je n'ai pas encore fait la connaissance, mais ça ne saurait tarder. Et donc, aujourd'hui, je peux certifier que au moins 70%, et là je suis gentil, des indépendants sont dans une extrême complication de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans le fichier des endettés sociaux. Et donc, de par cette particularité, ils ne peuvent avoir accès à un prêt bancaire, ils ne peuvent pas avoir des subventions de la région et encore moins les avantages de l'État, notamment lorsqu'il y a eu le Covid où l'État a accompagné les chefs d'entreprise avec une somme X, ils n'avaient pas droit parce qu'ils n'étaient pas à jour de cotisation. Mais je répète, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ceux qui sont pas à jour de cotisation ne le sont pas parce qu'ils sont mauvais payeurs. Non, ils sont pas à jour tout simplement parce qu'il y a un logiciel qui a émis des créances
croyances insincères, puisque beaucoup le savent, hein, ce sont des taxations d'office, puisque même moi j'ai fait l'objet de taxation d'office à l'époque, alors que j'étais à jour de cotisation. Il y en a d'autres qui étaient à jour, qui se sont vus redevables. Hein, il y a des gens qui ont reçu 2 ou 3 immatriculations, et donc c'est tout un flot de problèmes, hein, qui fait qu'aujourd'hui, du fait que les chefs d'entreprise n'ont pas pu cotiser correctement, qui fait que les meilleurs cotisants, il faut le dire, puisque je vous ai parlé du logiciel SCR qui est chargé de la collecte des retraites, eh bien, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, même ceux qui sont les mieux cotisants, eh bien, ils ne dépassent pas 450 € de retraite. Et ceux qui ont une carrière hachée, hein, ne dépassent pas 100 à 150 € de retraite. Alors je pose la question, dans une république comme la mienne, la nôtre, 5e République, où on vous dit que le seuil de pauvreté est à 980 €, que le RSI est autour de 550, 600 €, aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise qui ont travaillé 41 ans, 43 ans aujourd'hui, même si quelque part, ils n'ont pas pu cotiser, ce n'est pas normal que ces personnes-là puissent avoir 150 € de retraite. C'est une insulte. Oui, alors je pose la question, pourquoi? Parce que dimanche, il y a eu le boulevard des artisans. On sait que l'artisanat, c'est le premier employeur de la Guadeloupe d'une manière générale. Les artisans sont toujours, quelquefois, uniques employeurs de leur job. Est-ce que dans ce domaine-là, on peut espérer peut-être un aménagement un jour pour... Je pose la question parce qu'on a avec nous un jeune professionnel, il a monté sa petite entreprise, il sera bientôt confronté aux mêmes problèmes qui sont évoqués là. Quelle pourrait être la solution? Parce que je sais que, Dominique, vous avez fait beaucoup d'interventions avec Serva, enfin avec tous les parlementaires. Visiblement, ça ne bouge pas. Oh si, ça bouge quand même. On a eu des résultats. Je veux prendre comme exemple, à un certain moment, quand les chefs d'entreprise indépendants avaient des soucis de cotisation sociale, l'URSSAF ou la Sécurité sociale allait directement, non plus sur le compte professionnel s'ils n'étaient plus alimentés, mais ils allaient directement sur le compte personnel. Oui. Mais nous avons mené la charge avec les parlementaires. Nous avons permis à ce qu'il soit voté une loi, la loi 2022-172 du 14 février, qui sépare clairement aujourd'hui, qui est rentré en vigueur le 15 mai, et qui sépare clairement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Je parle pour les indépendants. Hein. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si l'indépendant droit de l'argent à la sécurité sociale et qu'il aurait même 200 000 € sous son compte personnel, il est interdit, dans toute logique, d'aller piocher dedans. Oui. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la CIPAV, qui est une branche qui s'occupe des professions libérales, a quand même, après le 15 mai, a continué à aller sur les comptes personnels des gens, et malgré que les URSSAF ont été absorbés, puisque depuis le 1er janvier 2023, la CIPAV n'existe plus, elle a été absorbée par les URSSAF, elle a continué pendant un certain temps à ponctionner leur argent, malgré qu'elle n'était pas en activité. Et donc là, nous sommes en train de voir comment nous allons déposer une plainte justement contre la CIPAV, parce qu'il y a une illégalité qui a été avérée. Et donc, monsieur Zandronis, vous me connaissez, quand je dis quelque chose sur un plateau, la chose est vérifiable. Donc pendant que nous parlons, nos téléspectateurs peuvent aller sur Internet et récupérer l'article 222-172 du 14 février et ils comprendront. Bon, je donne la parole un petit moment à Damien. Damien, merci d'être avec nous, fondateur de Carré Tropical. En 2 mots, 4 paroles, c'est quoi Carré Tropical? Carré Tropical, c'est une jeune entreprise qui a pour volonté, je dirais, d'activer la culture, d'activer le patrimoine, peut-être de fournir, de diffuser des œuvres ludiques innovantes. C'est beaucoup ça, Carré Tropical. Ça m'a fait résonner un petit peu avec ce qu'a dit Monsieur Glandor dans le reportage. L'importance du patrimoine. Oui, voilà. Puisqu'en fait, nous, on a 2 activités principales. La première, c'est qu'on crée des jeux de société. Donc, on crée des jeux de société sur le patrimoine. Il y en a un là. Voilà, celui-là, c'est Fond l'Esprit Coco. Donc, c'est mon premier petit bébé. Ça laisse à des enfants de quel âge? Dès 7 ans.
Dès 5 ans. Dès 7 ans. 7 ans. Dès 7 ans. Jusqu'à 77. Ouais. Jusqu'à ce qu'on l'a. Ouais. Et la deuxième activité de Carré Tropical, c'est de maintenant faire jouer les jeux. Je vous explique, puisque en fait, moi quand j'ai créé mon jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeux qui existaient, il y avait plein de livres, il y avait plein de choses qui existaient déjà. Et en fait, mais moi, en tant que jeune qui était déjà que de la chose, j'étais pas au courant. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, les créateurs créent des choses, il y a un engouement autour de leur création, mais derrière, il n'y a pas de choses qui permettent de vraiment réutiliser les œuvres, réutiliser les outils, etc. Donc, c'est ce qu'on fait avec Carré Tropical. On propose des animations culturelles, on insère ça dans des team building d'entreprises, dans des séminaires, des choses comme ça, et on insère en fait des jeux de créateurs, des œuvres ludiques autour du patrimoine. Oui, et ça fonctionne bien. Nous avons bail. Et j'ai presque envie de dire aussi nos clients aussi qui bail. Puisqu'ils sont là, ça leur plaît. Ça leur plaît. Donc c'est quelque chose de nouveau en la matière. Alors il y a surtout autour du jeu. Il y a de belles initiatives que tu connais bien, Monsieur Zandonis, autour de la BD. Oui, on connaît. mais c'est vrai qu'autour du jeu, en termes d'engouement, autour des jeux locaux, on a ouvert une brèche. On a ouvert quelque chose. On est en train de voir que ça avance, là où on va. Alors, aujourd'hui et demain, il y a 2 soirées, je crois, qui sont prévues de jeux. Absolument. En fait, c'est ça, puisqu'en fait, pour donc Carré Tropical, c'est aussi carrétropical.fr. C'est-à-dire qu'on a aussi un site internet qui, lui, a une volonté, je dirais, qui par les américains, de soft power. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on a moyen d'exporter une culture qui a plus de terroir en elle, qui soit moins doudouiste. Et donc, Carré Tropical, on a mis aussi un symbole du K. Et donc, carrétropical.fr, c'est une plateforme où on peut retrouver, même à l'étranger, justement tous ces produits-là. Des produits-là, les produits d'artisanat, donc pas mal d'œuvres que j'appelle des produits à haute valeur culturelle. Et bien, ces produits à haute valeur culturelle, on les propose aussi sur la plateforme. Les gens peuvent les découvrir, voir, avoir les informations, etc. Alors, tout à l'heure, justement, pourquoi on parlait puisque vous êtes un jeune entrepreneur, finalement. Alors, est-ce que ce que M. Dirassa me disait tout à l'heure, vous vous sentez concerné par ces problématiques? Ça me fait un petit peu peur. Bon. Non, vous savez, ce qui fait peur, c'est ce qu'il a dit sur le fait, en effet, que quand il y a un logiciel qui bug, que même déjà la grosse société, le logiciel bug, déjà le comptable qui doit gérer, aller faire la réclamation, déjà lui il se gratte la tête, ça lui met un problème supplémentaire, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Donc déjà dans une grosse société, déjà ça met un bordel quand tu dois aller récupérer un crédit de je ne sais pas quoi. Mais imaginez-vous pour des gens qui sont tout seuls ou des petites équipes. C'est galère, c'est embêtant pour en effet, il n'y a pas de rien, il y a blacklisté, il y a dit qu'on ne pas à payer, alors qu'en effet c'est une erreur de logiciel. Oui, mais il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en valeur, en avant. La première des choses, c'est que quand quelqu'un veut monter une entreprise, il faut que cette personne-là ait les informations nécessaires pour savoir quel statut choisir. Parce que avant, il existait l'auto-entrepreneur et la micro-entreprise, ainsi que le réel simplifié. Depuis la loi Pinel de 2014, on ne parle plus d'auto-entrepreneur et de micro-entreprise, on parle de micro-entrepreneur. Carrément, ils ont regroupé les deux. Et puis, il y a toujours le réel simplifié. Ça, c'est une chose. Il faut aussi que le nouveau chef d'entreprise puisse apprendre à quoi servent les cotisations sociales et qu'est-ce qu'ils payent. Puisque, bon, il y a la retraite complémentaire, il y a maladie, décès, enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'alvéoles et tout ça. Et donc c'est important de connaître tout ça, à quoi ça sert, pourquoi payer, combien payer et comment payer. Par exemple, je donne un exemple. À l'heure où nous parlons, la loi Pinel est toujours en vigueur. Et donc, il y a comment on appelle ça encore, quand vous êtes
en métier marchand, hein, vous faites du commerce, vous avez un plafond à ne pas dépasser autour de 176 000 euros. Et quand vous êtes en métier de service, hein, comme couturier, coiffeur, plombier ou autres, ce sont des métiers de service, vous ne pouvez pas dépasser 72 ou 76 000 euros. Et il se trouve que cette loi-là, avec cette loi-là, vous êtes taxé à 22% de votre chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui veut dire que même si vous avez un plafond de 72 000 euros à ne pas dépasser, si vous faites 30 000 euros dans l'année, vous êtes ponctionné à 22%. Vous devriez être ponctionné à 22% de votre déclaration de revenus. Or, il y a des personnes qui reçoivent des cotisations autour de 85, 95 000, 100 000 euros, alors qu'ils n'ont même pas déclaré 50 000 euros. Et alors que, justement, ils sont dans des métiers de service où le plafond est à 72 76 000 euros. Donc, je voudrais qu'on m'explique par quel truchement de calcul que vous dépassez même le plafond de ce chef d'entreprise. Si nous avions tort, j'aurais pu comprendre. Mais là, j'ai avec moi, parce que j'ai quelques éléments quand même, c'est pour ça que je demande un débat tout le temps, et je n'ai jamais encore eu de personnes pour faire un débat avec moi, puisque je demande à la Sécurité sociale, aux URSSAF, faisons un débat. Canal 10 est ouvert pour un débat, faisons un débat. J'ai avec moi là une proposition de loi de Bruno Le Maire, qui a été déposée à l'Assemblée le 29 septembre 2015, où il porte une demande de réforme du RSI. Et il y avait 108 parlementaires à l'époque avec lui. C'est au moment où le président François Hollande était en activité, lui, il était dans l'opposition, et avec 108 parlementaires, ils se sont fondus de ce document, et ce document a été déposé, et bon, ça n'a pas été plus loin, mais ce qui veut dire qu'il a proposé une centaine d'articles pour demander la réforme du RSI. Donc, si on avait tort, l'actuel ministre de l'économie, il aurait été déplacé très rapidement. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Cour des comptes qui a sanctionné le logiciel SNV2. Le candidat Macron, à l'époque, avait dénoncé le RSI en le traitant d'erreurs administratives. D'autres élus ont dit que ce sont des monstres bureaucratiques. Marine Le Pen a dit aussi que le RSI était un serial killer des entreprises. Le 26 octobre 2017, les parlementaires ont voté la mort, je dis bien la mort législative du RSI, et ils ont continué à fonctionner. Ils ont continué à fonctionner en vertu de certaines contradictions. Je vous donne juste une contradiction. En 2008, après qu'ils aient été condamnés par 3 tribunaux de l'Hexagone parce qu'ils n'ont pas pu faire la preuve qu'ils étaient dans l'article 411-1 du Code de la mutualité, ils ont été voir la Sécurité sociale pour se faire octroyer une DSP, une délégation de service public. Mais là encore, il y a eu un problème puisqu'ils étaient tout seuls sur le marché. Or, l'arrêt pour ces pistes interdit d'aller sur un marché pour une DSP pour être seul sans avoir de concurrence. Donc, on est en droit de se poser des questions sur la légalité même de cette structure. Mais ils ont continué à fonctionner. Juste ce dernier mot avant de se quitter. Alors, quelle est la prochaine étape de ce combat? Alors là, nous sommes très contents parce que nos parlementaires travaillent avec nous et je serai normalement auditionné, alors la date n'est pas encore précisée, mais très prochainement par le groupe Lyot à l'Assemblée, la totalité du groupe Lyot à l'Assemblée, parce qu'on n'a pas pu, ils ont fait leur rentrée en Guadeloupe, on n'a pas pu se voir parce que moi j'étais en déplacement, et donc j'irai à Paris les rencontrer pour mon audition, mais j'ai pris mon bâton de pèlerin pour pouvoir discuter avec d'autres présidents de groupe, comme le PS, comme les écologistes et tout ça, pour qu'ils comprennent que aujourd'hui, en France, depuis que le RSI existe avec ses difficultés, ses contradictions, ses complications, ses dysfonctionnements, il y a eu une moyenne de 187 suicides en France. Bon, il y en a eu ici, mais les gens ont une telle pudeur qu'ils ne disent jamais pourquoi ils se sont suicidés, mais il y en a quand même eu ici. Et donc, nous voulons que les parlementaires puissent déclencher une mission parlementaire, parce que même si aujourd'hui, il a été inscrit dans le PLFSS de 2024, une enquête
une évaluation plutôt des conséquences du RSI sur les indépendants, mais même si nous sommes preneurs, parce que c'est une avancée, mais ça ne va pas suffisamment loin, parce que ça ne démontrera pas les responsables et les responsabilités, qui fait qu'aujourd'hui, notre but, c'est de déclencher, d'arracher une mission parlementaire pour faire justement la lumière sur tous les différents dysfonctionnements du RSI depuis 2006. Merci Dominique, on va suivre ce combat et on espère prochain épisode vous serez avec nous pour nous après cette rencontre avec le Lyotte. Un dernier mot à Damien. Oui, il nous reste une minute. On m'a dit Damien, ce soir et demain c'est où? Vous pouvez dire ça. Donc ce soir et demain, on attend tout le monde justement pour découvrir. Vous ne connaissez pas encore ces jeux-là, eh bien, venez découvrir. On est à Petit-Bourg. Oui. Il y a la localisation, il y a tout sur carretropical.fr ou sur nos réseaux sociaux. Je peux laisser aussi un numéro de téléphone si les gens veulent plus d'informations. 06 90 21 71 50. 21 71 50, c'est ce soir et demain soir. Juste un mot pour dire à nos téléspectateurs, si vous avez des indépendants qui sont en difficulté, n'hésitez pas à m'appeler parce qu'ensemble nous plus fort. Absolument, donne un numéro de téléphone. 06 90 54 23 60. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour le ZCL. On a reçu, je l'ai dit en début du ZCL, Oudem Sarah, la directrice des affaires culturelles et sportives, puisqu'à partir de demain soir à Pointe-à-Pitre, il y aura la pointe 3, c'est-à-dire que les points 3 qui veulent faire du sport et même les non-points 3 pourront circuler depuis, je crois, pas Bergevin, depuis oui, exactement. Depuis là jusqu'à Mortenol, et ce sera tous les mercredis soirs, ça qui est intéressant pour faire Timon Sport, puisque on l'avait déjà fait à Jarry. On a aussi reçu Nicolas Le Sueur pour un séminaire qui a lieu aussi le 9 et le 10 sur une question qui est importante aussi, la finance durable, c'est important. Et puis on a eu Barbara avec son coach vocal génial, on a entendu ce que ça donne, ça a l'air assez intéressant. Dominique qui est venu nous parler de son parcours du combattant du SNEC qui n'a pas fini mais qui a continué, et on souhaite qu'il continue. Et puis Damien qui nous donne rendez-vous demain et ce soir et demain à Petit-Bourg. Sinon l'actualité, c'est Imanios qui fait un rapide rappel. Donc, au niveau de l'actualité, nous avons abordé le sujet de l'UDAF et l'interview donc de l'avocate de la directrice de l'UDAF qui a pu reprendre son poste. On a vu aussi l'octroi de mer et les maires qui justement préparent le débat en ce qui concerne la réforme. On a abordé le sujet de l'alimentation et du diagnostic alimentaire qui se déroule sur le territoire de Cap Excellence, ainsi que la 6e édition du Beau Cantarbre qui s'est déroulée à l'RJSF au Gosier. Voilà. Eh bien voilà, on se retrouve. Alors le dernier mot, c'est le focus du jour, le focus créole quand même, on ne l'a pas oublié. Voilà. Alors parole à pays là, Mina Bouquet, en vraiment à Lido, sinon Mina Bouquet, mes amis, j'ai vu Madame Alido, mon Dieu, elle faisait une de ces têtes. Donc Mina Bouquet, il y a quoi que ça, ben, on va de ça là. Donc, c'est pas fait pour Mina Bouquet, même les autres collègues. Bien, voilà, c'est extrait du bouquin de le Benzo, à l'aise pour parler créole. Mina Bouquet. Iman sourit un peu pour ne pas dire quoi fait pour Mina Bouquet. Non, pas Mina. Mina Bouquet, ah oui, pas mal ça là. Mina Bouquet. Voilà, 13h57. Demain, on se retrouve à 12h30 pour une nouvelle séquence du ZCL News, toujours avec vous en direct de Canal, de RHT. Et on salue nos amis de Paris, puisque nous, des mondes de France qui crient, moi, là, dis-moi, ils n'ont pas argent, voyons un petit faux pour nous, mais encore voyons un petit faux. Ça, on va la café, si moi, fouette. Actuellement, Fradi a commencé, nous tranquilles, quoi, là. 5 degrés. Ouais. On peut pareil pour ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann et avec le soutien logistique de André Stéphane qui était là. Voilà.